Je suis là pour poser des questions et c'est pour cela que la direction, la présidence de Savoexpo a accepté l'idée que je co-anime plusieurs des tables rondes et Guillaume en fait partie pour avoir un regard libre. On n'a pas forcément les mêmes avis tous les deux, donc ça tombe plutôt bien. Et on va l'assumer donc dans l'ensemble de ces tables rondes, en tout cas pour celle-ci. Donc Guillaume, ce qui a été décidé par l'organisation, c'est que tu fasses un peu 4 questions clés et évidemment, tu restes avec moi pour co-animer sur l'ensemble de cette table ronde. D'abord, le sujet. Les stations de ski en première ligne du changement climatique. Un contexte qui pose au courage et à l'audace. Qu'est-ce que ça veut dire, ce titre ? C'est une question que tu me poses. Oui. Alors, moi, je la relaye directement parce que aujourd'hui, où est l'audace et où est le courage dans l'adaptation des stations de ski et dans les décisions qui sont prises pour l'avenir? Voilà, je vous pose la question. Donc ça, c'est la première question. Ok. Personne veut répondre? Non, mais j'aimerais. Est-ce que tu pourrais... Et je ne vois pas la pour question la plus facile. Je vous l'accorde. Je n'ai pas vu Dominique Thillot, qui est donc dans cette première. Ah voilà, très bien, il était caché par Guillaume. Parfait. Vous êtes avec moi, c'est parfait. Alors moi, j'aimerais peut-être que. Très bien. J'aimerais peut-être que Dominique Thillot prenne le micro, malgré sa grande timidité. Pourquoi ? Parce que Dominique, vous êtes peut-être le premier. Je pense que vous êtes le premier à avoir dit, il y a à peu près un mois, le modèle économique des stations de ski basé sur le ski alpin en volume va se terminer. Nous devons inventer le modèle économique suivant. Oui, il y a un moment. D'abord, la première chose, c'est que moi, je ne veux pas être dans les opinions. Là, je sais qu'il y a plein de termes qui sont utilisés, les opinions, les perceptions, les posts sur les réseaux sociaux avec des mots en majuscules et plein de points d'exclamation. Tout ça, ça ne nous intéresse pas, en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est face à un sujet qui est le réchauffement climatique. C'est un fait scientifique. Voilà. Donc, les faits scientifiques, on les traite avec la science. Alors, je cite quelques exemples. Nous, on a migré, on n'a plus utilisé une seule goutte d'énergie fossile dans nos dameuses cet hiver. Donc, je peux dire aujourd'hui, scientifiquement, que ça marche très très bien avec le HVO, les huiles alimentaires usagées sans huile de palme. Ça marche très très bien. Il n'y a même pas un boulon à changer. Toutes les marques de dameuses, quel que soit leur âge, fonctionnent très bien avec ce HVO. Ça, on donnera les chiffres en émissions de CO2 en moins. C'est de la réduction. Ça, c'est concret, c'est scientifique, c'est pas une opinion. Parce que les opinions, voilà. Le deuxième sujet que je peux citer, on a rétabli, mais avec l'aide de Fabrice, de Jean-Luc, de Guillaume Desrues, aussi, le service ferroviaire, le Travel Ski Express. Ça a bien fonctionné. L'année dernière, on a perdu beaucoup d'argent, mais on le sait pourquoi. C'est pour ça que les chiffres sur les clientèles britanniques, il faut faire attention, parce que jusqu'à fin janvier l'année dernière, ils ne pouvaient pas venir. Et ensuite, il n'y avait plus de lits pour les accueillir sur le mois de février. Donc, ça fait des gros chiffres de progression. Mais en vrai, c'est surtout un sujet d'impossibilité de venir. Mais peu importe. Donc là, on a perdu beaucoup d'argent l'année dernière, mais ce n'est pas grave. Cette année, on est à l'équilibre. Donc, on voit que quand on s'y met, alors effectivement, ça coûte un peu d'argent. Il faut se mettre en risque. On se met en risque. Voilà. Alors après, le modèle du ski, il y a un réchauffement climatique. Donc là aussi, je vois plein de choses passer, des opinions. C'est pas très, mais je vais pas me remettre là-dessus. Ça dépend de la localisation, ça dépend de l'exposition, ça dépend d'un certain nombre de facteurs. Vous aimez bien les opinions. La semaine dernière, pour le débrief de la CDA, Guillaume était là. Vous avez invité Madame Valérie Pommier. Vous avez invité Eric Adamkiewicz. Des voix un peu différentes des gens qui sont dans la salle. Pourquoi vous les avez fait venir pour ce débrief de la CDA ? Écoutez, tout le monde est écouté. Il n'y a pas de sujet. Enfin, c'est pas parce que... Vous aimez les opinions ? Non, mais j'aime pas les parfois opinions. Divergentes. C'est pas ça qui nous fait agir. D'accord. Il y a le monde des opinions, des avis, des gens qui parlent. Et puis, il y a ceux qui agissent concrètement et qui ont de l'impact. Nous, on a de la chance, modestement, à notre échelle, de pouvoir avoir de l'impact. Donc là, on a je pense, un montant assez significatif de réduction de CO2 en émissions cette année. On donnera les chiffres un peu plus tard quand la saison sera terminée. Parce que tout le monde parle de bilan, mais je vous rappelle que la saison n'est pas terminée. Il y a beaucoup de neige. Tignes ferme le 6 mai. Donc, avec grand plaisir pour vous voir sur les pistes de ski, parce qu'il faut... Là aussi, quand on fait le bilan, quand on fait le bilan avant la fin, on se dit on a fait le bilan avant la fin. Bah oui. Donc, ça participe de la conviction
des skieurs de dire la saison est finie puisqu'on fait le bilan. Voilà, donc c'est pas le cas en fait. Donc voilà, donc je pense que effectivement un jour ça évoluera. Chaque station a son rythme. Il y a des études scientifiques, une étude de Boltarski qui montre que juste certaines stations, il y en a encore pour 70 ans, il y en a d'autres pour 30 ans. Ce sont des modèles. Dans 5 ans, ils auront encore évolué. Donc il n'y aura pas un grand soir, un grand matin sur la fin du ski. C'est pas comme ça que ça va se passer. Voilà, donc ça, il faut être assez clair là-dessus et être très scientifique et puis maximiser les retombées. Je le dis aussi tranquillement, mais une manière aussi d'avoir un impact, c'est d'investir. Enfin, on est quand même dans un pays qui a déversé des millions d'euros, il faut le dire, pour les stations de ski, notamment avec les aides Covid. On travaille tous sur notre raison d'être, entreprise à mission, que sais-je. Parce qu'on est ancré dans notre territoire, et c'est la moindre des choses, c'est de renvoyer la balle. Et quand on peut investir, c'est d'investir sur les acteurs qui produisent localement. Alors, tant qu'on y est, peut-être, on a la chance de vous avoir. Ce 10,4% d'augmentation sur l'activité ski de la Compagnie des Alpes, on a la chance de vous avoir. Un petit commentaire. Un petit commentaire. Nous, on n'est pas la montagne, on est un certain type de station à la montagne. Et il se trouve que on n'observe pas l'évolution moyenne qu'on a de la montagne telle que ça a été présenté. Donc on est plutôt en haute altitude, on profite, on bénéficie de ce point-là. On est très aussi allant sur la partie commerciale et donc on a profité de ça. On a moins eu de problèmes d'enneigement. Je vois qu'à chaque fois qu'il y a un commentaire qui fait, on dit on a été mal enneigé. Ben non, en fait. À part la mousson, comme je vous l'avais indiqué en début de saison à Noël sur la Haute-Savoie, mais finalement, et là, il y a jamais eu autant de neige à fin avril qu'aujourd'hui. Mais ça sert plus à rien maintenant, pour dire les choses. Ça met de l'eau, mais non, bon, ça sert pas à rien parce qu'il doit y avoir ça quelques met de milliers. Mais dans la commercialement, ça ne sert plus à rien. Non, il doit y avoir quelques milliers de skieurs à l'heure où on se parle sur nos pistes. Ils sont ravis d'être là. Et s'il fallait, j'entends les terrains le dire, mais bon, au pays du Mont Blanc, dans d'autres endroits, ça sert plus à rien. Il faut dire les choses à pour un chien. 80% des stations de ski des domaines skiables sont fermées. Oui, ben voilà. Écoutez, c'est votre avis. Ah non, si vous ne voyez les choses, les gens qui sont là. Si vous voyez les choses que par l'argent, je ne vois pas ça que par la Tarentaise. Non, je le vois ça pour tous les territoires. Mais moi, je suis pas qu'en Tarentaise, il n'y a pas de problème. Mais si vous voyez que par l'argent, vous avez raison. Si vous voyez par une expérience qu'on peut vivre, et même s'il y a 200 personnes qui la vivent, pour nous, c'est important de s'en c'est très bien pour eux qui ont la chance de le faire. Donc l'impact économique, l'argent, puisqu'on est toujours à revenir à ça, vous avez raison, peu importe, mais c'est pas ça le partenariat qu'on a avec les stations sur lesquelles on opère. Les stations avec lesquelles on opère, c'est de l'expérience, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de la collecte de souvenirs. Donc c'est d'une autre nature, mais c'est vrai que ça rentre pas dans le tableur Excel. Voilà, alors, effectivement. Guillaume. J'enchaîne sur la deuxième question. Merci Dominique. Juste une précision, Alexis Olivier. Le travail qu'on fait, que je fais, n'a rien à voir avec de l'opinion. Justement, le travail qu'on fait au Lama Project, d'abord, c'est un travail de compréhension. On pose des questions, on essaie de comprendre la situation en parlant des experts. Donc, je tends le micro avec un podcast. Ensuite, je m'attache, et on s'attache, on est nombreux, à la réalité physique, la réalité sociale, la réalité économique et la réalité des chiffres de l'INSEE. On regarde ça et on pose des questions aux acteurs des stations de ski. Et la difficulté, et là où on se situe aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression, clairement, que les décisions qui sont prises ne sont pas en phase avec les études qu'on a, notamment les études de réchauffement, d'enneigement, y compris les études de l'INSEE et les chiffres de population. Donc, Monsieur Bock, j'ai une première question à vous poser. Vous disiez, alors cet automne, le ski, on est tranquille pour 30 ans. Là, au ski débrief, vous êtes passé à 40 ans, donc on a gagné 10 ans cet hiver. Super, on est très content. Ma question, c'est pas de l'opinion. Sur quelle base scientifique, sur quelles études fondez-vous cette phrase que vous répétez, on est tranquille pour les 30 ou 40, selon si c'est le Dauphiné au mois de novembre ou le Dauphiné au mois de mars. On est tranquille pendant 30 ou 40 ans. Alors, on va laisser répondre Jean-Luc Bock sur quelle base pour pas tomber dans l'opinion, cher Guillaume. Non, sur quelle base scientifique fondez-vous cette phrase ou cette opinion? Alors, on laisse répondre Jean-Luc Bock. Alors, merci déjà, bonjour à toutes et à tous. La première réponse que je vais vous donner, ça tombe bien, Dominique Tillot, directeur général de la CDA, vient de nous donner 70 ans. Donc, vous voyez, on a 30 ans, 40 ans, 70 ans en altitude, en haute altitude. Donc, ça veut dire qu'on a déjà un troisième chiffre. C'est bien parce que simplement, dans un premier débat,
on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a une incertitude par rapport à l'avenir, c'est évident, on le sait tous. Pour cela, d'ailleurs, l'ANMSM a été leader en ce qui concerne les prédictions et les formulations qui ont été faites depuis 2007 concernant l'avenir incertain et le réchauffement climatique. On l'a juste un petit peu oublié. En 2010, nous avons signé un partenariat avec l'ADEME. Avec l'ADEME, ça nous a conduit à réaliser le premier bilan de 10 stations carbone, 2010, il y a 13 ans. Donc, on était en avance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les maires que j'ai la chance de représenter via la NMSM sont conscients qu'on est dans un modèle qui est en bouleversement, qu'on est dans un modèle sur lequel on a des incertitudes. Et ces incertitudes, on se base sur des faits scientifiques, sur des personnes qui ont cette capacité à analyser ce qu'est un bouleversement climatique, ce qu'est un changement météorologique à court, à long terme. On l'a vu avec Météo France et on le voit, nous. Il y a Climsnow, il en a parlé tout à l'heure. Et on se base sur Climsnow, voilà, tout à fait. J'allais y venir. Climsnow, c'est objectif, c'est des professionnels qui nous expliquent qu'il y aura peut-être des difficultés sur certains secteurs, sur certaines altitudes par rapport aux stations. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire un procès d'intention à tous ceux qui ont bénéficié des plans neige et qui se sont dit à un moment donné, des territoires de haute altitude ont créé des stations, pourquoi nous, peut-être à moins haute altitude ou sur des versants un petit peu plus difficiles, on a bénéficié pendant des années de cette possibilité de travailler, de faire venir du tourisme, parce qu'avant toute chose, c'est eux qu'il faut mettre en avant. S'il n'y a pas de fréquentation, il n'y a pas de modèle économique. Et malheureusement, aujourd'hui, on est en train de se rendre compte qu'on a un bouleversement, qu'on a un changement, qu'on a des paradigmes qui sont différents. Pensez-vous sérieusement que les maires, les élus de territoire ne sont pas là pour penser à leur population et au modèle économique ? Donc, en tout cas, Climsnow est un bon moyen de faire du cousu humain et peut-être sortir de l'anathème des années. Enfin, Guillaume, ça a l'air d'être en tout cas un point entre vous deux là. Non, alors anathème, procès d'intention, retombons un tout petit peu dans la pression. C'est fort quand vous dites on est tranquille pour les 30 prochaines années. C'est très fort. Je pense qu'il serait nécessaire de publier et de rendre publiques les bases scientifiques qui vous permettent de l'affirmer. Parce que dans Climsnow, il n'est nulle part Climsnow écrit... est quand même écrit avec des ingénieurs. Non, c'est oui, pas des gens qui sont des commerçants de la montagne. Il n'est nulle part écrit dans Climsnow. Nous sommes tranquilles pour les 30 prochaines années. C'est un travail scientifique. Et comme tous les travaux scientifiques, y compris le GIEC, il nécessite une interprétation. Alors, peut-être pour dézoomer et avoir son avis, j'aimerais que Fabrice Poincook prenne le micro. C'est vrai qu'aujourd'hui, on comprend... Les maires, c'est pas évident. Ils sont dans leur territoire. On va voir la question des futurs désirables avec Cyril Goutenoir dans une autre table ronde, la notion de financement de la transition. C'est vrai qu'un maire, quand il doit signer en bas la reconduction de la DSP et qu'il doit imaginer son territoire sur 30-40 prochaines années, il a besoin, je rejoins Dominique Thillot, d'avoir des éléments fiables, des choses pratiques, pragmatiques, de où est-ce que l'on va et à partir de quels éléments. Est-ce que Climsnow est pour vous le bon point de départ et qui permet non pas de jeter l'anathème, mais de le faire vallée par vallée, UBAC ou ADRE, c'est pas la même chose. En tous les cas, Climsnow est un indicateur, c'est un outil. C'est pas la solution, c'est pas la révélation, c'est un outil. Et moi, je voudrais remettre en perspective, par rapport à ce que viennent de dire Dominique et Jean-Luc, par rapport à la première question de Guillaume sur courage et audace, parce qu'on tourne autour de cette histoire. Ok, allez-y. En réalité, le courage, c'est quoi ? C'est qu'avec les outils dont on dispose, à un moment donné, il y a des élus qui prennent des éléments factuels pour organiser des décisions. C'est ça le courage. Et le courage auquel on est confronté actuellement, c'est à la fois d'accepter de regarder en transparence que dire que c'est terminé et qu'il n'y aura plus de neige, c'est complètement faux, c'est une catastrophe économique, c'est une catastrophe aussi en termes d'aménagement du territoire. J'ai pour habitude de citer le schéma de massif qui est absolument essentiel aussi de nos décisions. Et de dire qu'on va inventer quelque chose du jour au lendemain qui va nous permettre de transformer l'économie et les 9 milliards qu'on a autour du ski sur autre chose du jour au lendemain, c'est complètement illusoire. Ça, c'est courageux que de le dire. Il peut y avoir tous les ricanements entre les deux postures. En tous les cas, ça, c'est le courage que de le faire. L'audace, eh bien, c'est dans un moment où finalement, personne n'a la solution.
ou alors qu'il se fasse connaître. Mais l'audace, c'est que à un moment donné, on prenne des décisions avec des indicateurs dont on dispose. Alors peut-être qu'on dit, effectivement, ClimSnow est plus intéressant que telle autre analyse ou tel autre outil qui est à ma disposition. Je crois que la réalité et l'audace raisonnable, c'est de se dire, je prends l'ensemble des outils, j'accorde en fonction des situations plus ou moins d'intérêt à tel ou tel autre, et ensuite je décide. Et cette audace, elle n'a de sens, puisqu'on est ici dans un salon qui est d'abord un salon professionnel, elle n'a de sens que si on l'associe à l'innovation. Moi, je suis convaincu que nos territoires de montagne n'ont pas fini de donner et qu'on n'a pas fini d'exploiter, entre guillemets, tout ce qu'on peut faire. La pente, c'est formidable. L'altitude, c'est extraordinaire. Ça nous donne des phénomènes de saisonnalité qu'on vit beaucoup plus qu'ailleurs. Et donc, on n'a sans doute pas fini d'explorer tout ce qu'on peut faire avec cette montagne. Merci beaucoup, Fabrice. Troisième question, Guillaume Deru. Merci. Alors, des chiffres encore, désolé. Les chiffres de l'INSEE montrent que toutes les communes, j'ai trouvé une seule exception que je n'ai pas encore réussi à expliquer, c'est Samoins, mais toutes les communes de stations de ski perdent des habitants depuis 10 ans. Qu'elles soient en altitude, quels que soient les massifs, les Pyrénées, les Alpes du Sud, avec des chiffres qui varient entre moins 4% pour Tignes, qui a le record, et par exemple moins 0,2 à la Plagne, moins 1% la Clusaz, moins 1% Morzine. Donc ça, c'est des pertes de population annuelles depuis plus de 10 ans. On constate aussi dans les chiffres de l'INSEE que 85 à 90% des logements sont des résidences secondaires. Donc des bâtiments qui sont peu occupés pendant l'année. Et puis, troisième chiffre, on constate, Laurent Reynaud l'a rappelé tout à l'heure, les chiffres DSF montrent une baisse des journées skieurs régulières depuis 2008. Alors, Quelle est la question ? La question, sur la base de ces chiffres, est-ce que le modèle économique actuel qui provoque ce genre d'effet négatif doit être soutenu? Est-ce qu'il est durable? Est-ce qu'il est souhaitable? Alors la question peut-être. Moi, je veux bien dire un mot. Je veux bien dire un mot parce que c'est un sujet qui est évidemment au cœur de toutes nos décisions, depuis l'échelon régional avec le SRADET jusque dans nos communes avec les PLU. Et je crois qu'on peut pas juste dire que c'est le résultat d'une analyse économique. C'est d'abord le résultat, pas d'une analyse économique ou de choix économiques, c'est d'abord le résultat de choix d'aménagement du territoire. C'est la clé. Je le dis toutes les semaines, on ne parle plus assez d'aménagement du territoire. L'économie, ça n'est qu'une conséquence de notre aménagement du territoire. Et qu'est-ce qu'on a à notre main sur cette affaire? Puis aménager, c'est pas un gros mot. Mais c'est pas du tout un gros mot. Enfin, je veux dire, l'aménagement du territoire, il suffit de regarder dans notre histoire du pays, où l'aménagement du territoire, c'est une science noble. Et c'est quand on s'intéresse plus à l'aménagement du territoire et quand on n'en fait plus, qu'on passe justement à côté parce que on n'a plus cette logique, allez, je vais utiliser encore un vilain mot, mais de planification et de projection de ce qu'on souhaite faire de ce qui est à notre portée. Alors qu'est-ce qu'on a justement? D'abord, on a les premiers constats. Et effectivement, il est vrai que nos territoires les plus à l'est perdent de la population au bénéfice de ceux qui sont le plus à l'ouest. Et je préfère le dire comme ça que de le dire, si je regarde la Savoie, c'est pareil en Haute-Savoie. Et la Haute-Savoie, mais je préfère le dire comme ça que de le résumer à une seule question d'altitude. Parce qu'en réalité, c'est pas aussi simple que ça. Et d'ailleurs, il y a un phénomène. Un peu sur les mots, la Fabrice Pankouk. Ah ben non, je joue pas sur les mots parce que c'est quelque chose que l'on voit. C'est pareil à Megève, c'est pareil dans les stations à Châtel, c'est pareil. Alexis, complètement. Sauf que au-delà de la question verticale, il y a aussi une question horizontale, et que quand on passe de l'est vers l'ouest, on se rapproche plutôt des gros pôles de population. Il ne faut pas le perdre de vue. Et ça renvoie à la question de l'aménagement du territoire. Les chiffres de l'INSEE, la dernière étude montre sur la Savoie-Haute-Savoie que les vallées gagnent énormément de population, Chambéry, Annecy, et que ce sont les communes de montagne qui en perdent. Et autant que je me souvienne, ces pôles de population sont plus à l'ouest que les stations. Oui, ça tout à fait. Alors on va faire répondre aussi Philippe Matron, parce que c'est une question importante. Certaines stations, pas toutes, mais en tout cas malheureusement plusieurs se dépeuplent. On connaît la difficulté des stations. Alors, une grande majorité, pas toutes, il y a Saint-Gervais qui a augmenté un petit peu. C'est pas tout à fait le cas de toutes. Une grande majorité, effectivement, se dépeuple. C'est évidemment quelque chose qui vous inquiète, comme beaucoup à s'intéresser à ce sujet-là. Comment peut-on imaginer 20 ans, 30 ans, 40 ans d'activité économique alors qu'on le sait bien, le PIB de la Savoie, c'est 50% à plus de 1500 mètres d'altitude. Donc j'imagine la question que Guillaume vous a posée. Est-ce que tout ça est encore rentable?
Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par répondre qu'il y a 10 ans, j'étais en charge des politiques métropolitaines à la Datar. Et je pense que ce qu'a dit Fabrice Pankouk, c'est la réalité, c'est que depuis un certain nombre d'années, les politiques publiques ont été très pro-concentration dans les grands pôles urbains. Et j'étais un de ceux qui ont fabriqué la loi en charge des métropoles pour justement dire il faut concentrer sur les pôles d'emploi existants, etc. Donc on est en train de vivre encore aujourd'hui, dans les années 2020, un mouvement qui a été largement soutenu de concentrer les populations dans les grands pôles d'emploi. Et donc sur la partie des Alpes, effectivement... Mais il y a eu le Covid, l'envie de partir vivre dans la montagne. Le mai, voilà, j'arrive au mai. Donc il y a un mouvement démographique que l'INSEE observe, où effectivement, on a tellement incité les populations et les emplois à se concentrer sur les grands pôles urbains qu'il y a eu ce mouvement d'aspiration, notamment depuis certaines vallées et certaines montagnes. Mais depuis un certain nombre d'années, on s'est bien rendu compte que ce mouvement-là était dangereux parce qu'il y avait le changement climatique et d'autres éléments de congestion urbaine qui faisaient qu'il fallait revenir à un aménagement du territoire plus raisonné, plus historique aussi, qui est le maillage français entre grandes villes, moyennes villes et petites villes. Donc, là, on est en plein dans les sujets d'aménagement du territoire. Et en matière de politique de montagne, on voit bien qu'aujourd'hui, en montagne comme ailleurs, mais en montagne, ça se sent très bien aussi, les politiques publiques aujourd'hui, c'est certes, on a des grands pôles urbains, il faut les conforter parce qu'il n'est pas question de dire d'un coup, du jour au lendemain, on n'a plus besoin des grandes villes, on en a besoin, mais on a le maillage, petites villes, villes moyennes. Et aujourd'hui, l'ensemble des politiques publiques, État, région, département et bloc local, travaille sur ce maillage intelligent entre mettre des gens... Et on fait quoi des villages? Mais du coup, les villages stations, parce qu'après, il y a les stations de montagne ex nihilo du plan neige, mais déjà, les villages stations, ils se portent statistiquement pas super bien aujourd'hui, mais moi, je ne suis pas du tout inquiet sur leur capacité de rebond et de retrouver un dynamisme économique et démographique, parce que, alors, l'effet Covid peut-être, ça peut être un déclencheur qui va accélérer un retournement de situation, l'effet télétravail, voilà, tous ces effets qui sont en train de se mettre en place et de se diffuser aujourd'hui dans la population. Si on a les services, si on a l'activité économique, si on a effectivement des perspectives politiques et de la stratégie d'investissement sur plusieurs années, 10, 20, 30 ans, et c'est pour ça que moi je soutiens bien l'idée de dire qu'il faut viser à 30 ans. Plusieurs services publics sont en danger dans les stations et elles ne sont maintenues que parce qu'il y a une prospective touristique. Le bureau de poste, les classes, il y a plusieurs classes qui tiennent parce qu'il y a encore des gamins qui vont au cours parce qu'il y a encore une activité touristique. Attendez. Le raisonnement est un petit peu perverti là. Le rôle de la puissance publique, l'État, le maire, le département, c'est bien de soutenir de l'activité, des services publics, là où, si on était sur un grand marché libéral, il n'y en aurait jamais eu. Donc, on est bien dans des politiques d'intervention et d'aménagement du territoire où on met des moyens avec de l'argent public pour poser des objets de service public, soutenir de l'activité économique, là où naturellement il n'y aurait pas forcément sur les lois du marché une présence. Donc aujourd'hui, si on met beaucoup d'efforts et d'argent public pour soutenir des maisons de santé, du service numérique, des routes, etc., des équipements publics, y compris là où c'est un peu structurellement déficitaire aujourd'hui, c'est pour préparer l'avenir. Si on commence à dire il y a moins 3%, donc on va tout démonter, effectivement, on fait des villages morts. Et là, pour le coup, ça sera bien plus violent que des chocs d'exode de montagne qu'on a connus il y a 100 ou 150 ans. C'est le cas aujourd'hui, les villages morts. Et redonner après le micro à Dominique Tillot qui voulait donner un élément de réponse. Dominique Tillot, et après tu poseras la question à Mathieu de Chavannes. Tout ça, moi je partage, mais il ne faut pas oublier que la loi, aujourd'hui, favorise la spéculation immobilière. Ça s'appelle le statut marchand de biens. C'est-à-dire il y a des incentives fiscaux, c'est-à-dire on paye beaucoup moins de droits de mutation pour transformer en résidence secondaire. Alors soit en résidence secondaire, sortir en lit froid, ou au détriment des habitants locaux. Il faut quand même le dire, aujourd'hui il y a un système qui perdure depuis 20 ans, ou enfin de plus que ça, qui permet d'alimenter la spéculation au détriment de l'argent public qui est perçu par les communes et les départements. Encore une fois, c'est statut marchand de biens. Donc, on marche sur la tête. C'est-à-dire qu'on dit quelque chose et de l'autre côté, on favorise, on met un système fiscal ultra avantageux pour les gens qui veulent faire de la spéculation immobilière au détriment et ou
des habitants locaux, j'allais dire, permanents, et ou des lits chauds. Donc il faut quand même... Ça existe, c'est une réalité. Donc on peut le tourner dans tous les sens. Voilà, donc on peut avoir l'envie de lutter contre la spéculation, d'avoir plus d'habitants permanents, etc. Mais à la fin du jour, ce qui existe aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une mutation, un droit de mutation sont exonérés pour les marchands de biens, ce qui est quand même hallucinant, au détriment des ressources des communes et des départements. Oui, et je vois Jean-Luc Bock donner de la tête sur ce point-là. Alors, 4e question, Guillaume, à Mathieu de Chavannes. Mathieu est inquiet. Non, ne vous inquiétez pas. Dernière question, toujours sur des chiffres, pas d'opinion. Et on vous donnera la parole dans quelques instants. L'inspection des finances a publié un rapport il y a un mois à peu près, absolument passionnant, intitulé l'attrition du logement principal, c'est-à-dire l'effritement des résidences principales dans les zones touristiques. Donc ça concerne évidemment les stations de montagne. Dans ce rapport que je vous incite à lire, vraiment, tous, il y a beaucoup de chiffres, il y a 400 pages d'annexes sur la part prépondérante que prend la résidence secondaire dans ces territoires-là, au détriment de la vie à l'année. Voilà, on venait d'en parler. Et donc, c'est l'un des effets de dépeuplement de ces territoires. L'inspection des finances explique qu'il est tout à fait légal en France, dans le droit français, avec 3 critères, dont celui de l'intérêt général, d'interdire la vente de résidences secondaires, en donnant des exemples à l'étranger et en justifiant que ça serait l'une des solutions. Alors, prenez le micro, là, qu'on vous entende bien, y compris pour la reprise. C'est pas dans la Constitution. Et nous, en tant que bons citoyens, on applique la Constitution. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est l'inspection des finances. Alors, quelle est la question ? Est-ce que l'inspection... Non, mais c'est une vraie question. Hein. Donc, on formule la question précisément. Je formule ma question. Je suis beaucoup moins spécialiste que vous sur ces sujets-là. Donc, je vous demande humblement, l'inspection des finances nous dit qu'il est légal dans le droit français d'apporter des limitations au droit de la propriété selon 3 critères, dont celui de l'intérêt général. Voilà, donc ma question c'est... Jean-Luc veut répondre. Est-ce que c'est une des solutions... Moi, j'ai une question pour Mathieu de Chavannes. Est-ce que c'est une des solutions d'avenir pour repeupler les territoires de montagne? Alors non, c'est totalement faux. Aujourd'hui, il faut savoir que la Constitution l'interdit. Le droit de la propriété privée est tout puissant dans ce pays. Ça fait des années qu'on demande de décentraliser les prises de décision, que chaque territoire touristique, qu'il soit en montagne, sur le littoral ou en niveau rural, n'a pas du tout les mêmes spécificités. Aujourd'hui, on applique depuis Paris des décisions qui impactent directement les territoires. Si on veut avoir un impact sur l'occupation, et Dominique Tillot en parlait précédemment, des résidences secondaires, cette occupation, soit en locatif, soit en fréquentation, soit en utilisation permanente, il va falloir changer la loi. Parce qu'aujourd'hui, rien ne vous impose que vous ayez 1, 2, 3, 10 résidences secondaires, de les mettre en location ou non. Donc ça veut dire que cela, ça fait partie des choses sur lesquelles on se bat perpétuellement. Et là-dessus, on a un vrai levier futur. Je vais vous donner un exemple. Dans une station que je nommerai pas, mais vous la connaissez bien. Dans cette station, il a été mis en place, très vertueusement, une zone PLU qui était destinée à de la résidence principale. Cette résidence principale a permis aux acteurs pendant un nombre d'années de bénéficier de cet avantage d'habiter sur ce territoire. Au bout d'un certain nombre d'années, comme la loi l'impose, vous avez des dates et vous sortez un petit peu du fait que vous êtes passé le délai de la date d'obligation. Quand vous avez passé cette date, vous avez une clause dans votre contrat qui spécifie d'origine, qui spécifie que vous avez des pénalités de sortie si vous ne restez pas en résidence principale et que vous décidez de vendre en résidence secondaire. Dans ce type de contrat, si la pénalité est de 100 000 €, que le coût de construction de votre appartement ou de votre chalet est de 500 000 €, ça veut dire que si vous voulez équilibrer vos comptes, vous êtes à 600 000 € et que vous avez une personne de nationalité étrangère qui vous fait une offre à 2,5 millions, qu'est-ce que vous faites? Évidemment. Qu'est-ce que vous faites? On parlera beaucoup de ce sujet cet après-midi. Les maires ne peuvent pas empêcher cela. On passera à l'évolution de la fiscalité dans la table ronde cet après-midi à 15h. Moi, j'ai une question pour Mathieu de Chavannes. On parlait de cette notion de contexte qui pousse à l'audace. Vous êtes
Donc la compagnie du Mont Blanc, vous avez plusieurs sites qui sont en moyenne altitude. Megève, que je connais bien, également le domaine skiable des Ouches, et un site beaucoup plus en altitude qui est Chamonix, alors qui s'est, dans votre premier pré-bilan, en tout cas mieux passé, parce que la neige vous a garanti, en tout cas, certainement de meilleures rentrées pour cette fin de saison. Mais il y a cette montagne qui s'effrite, cette montagne qui change, ce permafrost qui pose question. C'est ça l'audace de refaire les grands montées, d'aller faire ce projet que certains chamoniards disent un peu trop grand. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que ce projet, qui finalement a été attaqué au début, mais plus tellement aujourd'hui, car vous êtes arrivé à faire une certaine coalition d'intérêts en disant non, mais on ne pouvait pas laisser ce site fermé. Et en tout cas, quitte à le refaire, il faut le repenser entièrement. Je laisserai Guillaume si vous donnez un élément en plus. Alors, pour ce qui est de Chamonix, donc c'est site classé du Mont Blanc, donc ça a une vertu essentielle, c'est que à chaque fois qu'on débat d'un nouveau projet, on passe par une commission des sites. Et moi, je regardais ça et je t'en parlais quand on s'était vu. Que beaucoup d'élus redoutent. Parfois, c'est pas évident. Alors, moi, il y a 10 ans de ça, je regardais ça avec scepticisme en me disant ça va être long, ça va être pénible, on va tout remettre en cause et puis c'est pas forcément des gens qui connaissent le lieu qu'on va avoir autour de la table. J'ai complètement changé d'avis. Pourquoi ? Et d'ailleurs, moi, je pense que c'est l'avenir. Pourquoi ? Parce que oui, on met 7 ou 10 ans avant de faire quelque chose, mais force est de constater qu'à chaque fois qu'on a proposé un projet, nous, au départ, c'est jamais celui qu'on a réalisé à la fin. Parce que ça a une vertu essentielle, c'est l'intelligence collective. Et qu'autour de la table, on a des gens d'associations, FNE, Mountain Wilderness, j'en passe, et d'autres. Il y a des gens des services de l'État, il y a des personnes qualifiées, et on débat de tous ces sujets-là. Et en fait, la force de cette commission-là, c'est qu'ils amènent une vision que nous, exploitants ou collectivités, parce que forcément, on s'est mis d'abord d'accord avant de le proposer, on n'avait pas forcément saisi. Et sans faire de politique, mais on est dans un monde où de plus en plus la concertation est le maître mot. Tout le monde veut pouvoir donner son avis, même s'il ne se donne pas les moyens de le donner. Le projet était mal embouché, il s'est bien arrangé depuis, parce qu'il y a ce travail collectif. On a fait ce travail. Et je crois, il faudrait redemander à Éric Fournier, mais je crois que la commune a fait un sondage, 82% des chamoniards sont pour. Alors, on peut pas. Et on a fait une réunion publique où on a fini avec les applaudissements. Une réunion publique argentière avec des applaudissements, je peux vous dire, faut envoyer du lourd. Hein. Donc, on y est arrivé. Et il y a une forme d'audace aussi, pour reprendre ce thème-là, c'est que c'est un site qui a brûlé. On a une indemnisation, mais qui est bien plus faible que ce que l'on va devoir dépenser pour reconstruire, et qu'on a intégré dans le nouveau projet un nouveau concept, puisque c'est pas un architecte qui travaille d'habitude sur des projets de montagne qui est venu et qui propose une architecture qui est différente d'une architecture classique. Donc on a rentré des nouveaux paramètres dans l'équation en plus, mais qui ont été bien perçus puisque l'enquête publique aussi a donné un avis favorable. Donc commission des sites à l'unanimité. Aujourd'hui, quand vous avez une unanimité, faut quand même y aller. Enquête publique, avis favorable. Bon. Guillaume Némieux. Juste pour élargir un tout petit peu sur la question, il y a un autre mot qui est intéressant dans l'intitulé de notre petite table ronde, c'est vision globale. Voilà, vision globale. Donc, je vous avoue que je ne la vois pas, moi, la vision globale. Où est-ce qu'elle est ? Qui a cette vision globale pour transformer les territoires de montagne ? Qui est capable d'avoir cette vision globale ? Qui l'a aujourd'hui ? Qui l'a formulée ? Qui s'y colle ? Moi, j'ai juste envie de faire une remarque par rapport à ça. Je ne crois pas que quelqu'un ait la prétention ici de l'avoir. Nous, on est juste des artisans du territoire. Chacun dans nos missions, on aménage, on décide, on propose, on suscite des évolutions, mais on le fait avec une humilité qui fait que jamais on s'autoproclame le visionnaire global de l'aménagement de la montagne. On est qui pour le dire ? Très honnêtement, chaque vallée a ses particularités, chaque acteur a ses compétences et ses capacités, mais s'autoproclamer de cette manière-là, ça me semble totalement à côté de la plaque. Et au-delà de ces questions orientées, moi je trouve un peu regrettable que finalement, on ne rentre pas dans ce qui est l'audace de chacun des territoires avec des actions concrètes qui sont mises en œuvre. On parle de concertation. Moi j'ai envie de vous dire, en parenthèse, ce qu'on vient de faire autour des ateliers du territoire, de manière précurseur
de notre bilan à mi-parcours du SCOT, ben, c'est de l'audace. Et c'est pas s'autoproclamer vision globale, c'est dire à tous ceux qui ont quelque chose à dire, ben, venez contribuer. C'est pas parce que vous avez contribué qu'on va forcément retenir ce que vous avez dit, mais au moins, en tous les cas, le sujet sera posé. Et quand on doit construire un bâtiment, les pierres sont pas toutes régulières. Ça permet d'avoir un ensemble. Évidemment. Alors, vous allez préparer donc vos questions. Je pense que là, ça serait vraiment intéressant que vous puissiez participer. Alex Molin, je vais apporter mon micro, ça va être plus simple. Une première réaction, n'hésitez pas. Je pense que ça serait vraiment bien de vous écouter. Merci beaucoup. Je pense que la table ronde a été très bien introduite quand on dit qu'il y a 80% de résidences secondaires dans les stations. Même pas un tiers de celles-ci sont utiles pour le territoire car elles sont mises en location. Aujourd'hui, quand est-ce qu'on aura l'audace de faire comme en Autriche, de dire que le résident secondaire doit mettre son logement en location, donc contribuer à l'économie locale. Et beaucoup ne voudront pas, entre guillemets, mettre leur logement. Et dans ces cas-là, ils seront certainement obligés de vendre pour que ça fasse de la résidence principale. Donc tout l'inverse de ce que propose l'inspection générale dans le rapport sur l'attrition, où on veut détruire le logement touristique. Mais quand à Val Thorens, on aura détruit les logements touristiques, il n'y aura pas 30 000 habitants à Val Thorens. Enfin, après, j'entends quand on dit qu'il y a moins 4% d'habitants à Tignes, sauf que les gens aujourd'hui, la saison, elle fait déjà plus 360 jours à Tignes, ça c'est clair, c'est le réchauffement climatique. Et puis deuxièmement, il y a des gens qui préfèrent vivre dans la vallée et monter pour avoir un rythme de vie différent une fois qu'on a des enfants. Et c'est vrai qu'on a des changements de génération qui ne vivront plus que dans la station, qui seront des habitants du territoire et qui viendront contribuer sur le territoire des stations. Mais il ne faut pas se tromper de débat. Personne n'a la solution. Mais je pense que tous ensemble, comme on le fait sur des contre-propositions qu'on va faire par rapport aux inspections générales, où on travaille avec tous les élus de la montagne et tous les acteurs économiques de l'ensemble du territoire français. Merci Alex Molin. Est-ce qu'il y a d'autres contributions, questions, si vous le souhaitez? Je vous donnerai le micro avec plaisir. On va passer après au financement de l'adaptation ou transition. On verra là aussi cet élément sémantique. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres territoires? On a vu beaucoup de sujets. Moi, j'avais une question sur la mobilité, si je peux me permettre. Alors, c'est un sujet dont on parlera beaucoup cet après-midi, mais vas-y. C'est un sujet essentiel, puisqu'on sait que c'est celui qui produit le plus de CO2 dans notre modèle économique. Finalement, les domaines skiables ne produisent pas tant de CO2 que ça dans le fonctionnement du domaine skiable. C'est surtout le transport pour venir dans les stations de ski. Et là, il y a quand même... C'est un point qui est unanimement partagé, je crois. Voilà, c'est unanimement partagé. Là, il y a quand même une espèce de, pas de trou noir, mais qu'est-ce qui se passe? Les trains, la bagnole, où sont les décisions structurantes? Alors, Dominique en a rappelé quelques-unes. Dans le périmètre de la CDA, des trains, très bien. Voilà, notamment au niveau de la région. Quand est-ce qu'on va régler ces problèmes de lignes de bus sous DSP qui ne fonctionnent pas, qui sont en tout cas pas adaptés à une clientèle ni locale ni touristique? Et puis pareil pour les trains. Alors, j'imagine que la région qui est dans ces fonds baptismaux va répondre. Moi, je n'ai pas la prétention de répondre à la place du vice-président Aguilera, mais quelques éléments remis en contexte de nos territoires. D'abord, effectivement, le sujet du transport, c'est le sujet numéro 1. On a une commission qui est dédiée du côté du comité de massif et les réflexions sont évidemment les bienvenues. Quand est-ce qu'on va régler le problème? Alors là, moi, je vais vous dire, je ne serai plus élu, et je crois que tu ne le seras plus non plus, que le problème ne sera pas réglé, de toute évidence. Parce qu'on est face à une montagne qu'il nous faut prendre en compte, qui suppose des éléments techniques, qui suppose énormément de financement et qui suppose aussi une vraie évolution culturelle. Dans les territoires, dans les vallées, on a mis en œuvre des solutions de mobilité qui n'existaient pas ces dernières années. On a développé des navettes pendulaires, on a développé des lignes de transport. Est-ce que tout le monde les prend? Non, loin s'en faut. Loin s'en faut. Et donc, il y a une dimension culturelle qui est essentielle. La dimension économique. Quand on voit ce que coûte aujourd'hui le transport, quand on voit ce qu'il coûte aussi à l'usager, moi, je suis complètement d'accord pour qu'on en fasse plus, mais il va falloir comment on arrive à le financer. Parce que de toute évidence, ce n'est pas avec la fiscalité qu'on lève aujourd'hui, ce n'est pas avec la péréquation telle qu'elle est organisée qu'on est en capacité de financer ce qui se met en œuvre aujourd'hui. Dominique a fait un chemin considérable sur la question du transmanche. On a aujourd'hui des réflexions qui sont poussées avec l'agence notamment, mais pas que, sur la question du train de nuit. Mais quand bien même on aura réglé ce problème-là,
et il faudra encore aligner quelques dizaines, voire centaines de millions d'euros, ne serait-ce que pour remettre des voitures sur des rails, et on n'aura réglé qu'une toute petite fraction du sujet. Toutes les initiatives sont les bienvenues. Et là encore, en responsabilité, il ne faut pas laisser penser que, pour des raisons diverses et variées, on ne fera plus voler d'avions. Évidemment. Parce que c'est juste pas possible. Alors, Dominique Thillot, on parlera cet après-midi notamment des efforts qui ont été faits sur le train, sur la Tarentaise et également sur la Maurienne. Moi, j'ai une question, et désolé de mon tropisme au Savoyard. Vous exploitez des stations en Haute-Savoie. Vous êtes aussi au fond donc du pays du Mont-Blanc à travers la Compagnie du Mont-Blanc. Est-ce que c'est aujourd'hui compréhensible que de tels efforts aient été faits en Tarentaise et aucun effort, et que ces trains, vous ne les mettez pas dans la vallée de l'Arve, qui puisait vallée au pied du Mont-Blanc, qui puisait vallée aujourd'hui la plus polluée de France? Pourquoi vous n'avez pas mis un de ces trains dans la vallée du Mont-Blanc? Pourquoi vous n'avez pas mis des trains également à destination de Briançon? Vous avez aussi des stations que vous exploitez. Alors, on en a mis à destination de Modane, on ne peut plus descendre à Oux. Donc, on en a mis à destination de Modane pour la Maurienne, Alex pourrait le dire. On vend dans le cadre de package. Alors, moi, je ne suis pas la SNCF, quoi. Je ne suis pas l'État. Oui, mais vous avez mis des trains dans une vallée, pas dans l'autre. Bah, oui, mais écoutez, dans le Jura aussi, ils veulent des trains. Oui, mais vous exploitez pas dans le Jura, vous exploitez notamment des stations. Qu'ils le fassent. Pourquoi d'autres l'ont pas fait? Mais pourquoi vous le faites pas au pays du Mont-Blanc? Parce que j'ai pas le volume suffisant pour justifier un train complet. Un train complet transmanche, c'est 650 places. Et c'est aussi un des sujets de risque. Quand vous prenez un train complet de 650 places, vous prenez un risque important. Et si vous vous trompez, vous vous trompez sur 650 places. Et ça coûte très cher. Quand vous prenez l'avion, c'est des modules de 150 places. Donc quand vous vous trompez, ça vous coûte beaucoup moins cher. Donc ça, c'est la première chose. Il faut comprendre l'économie du transport. Et donc, pourquoi pas en faire sur la vallée de l'Arve, qui est déjà très bien desservie. Nous, on fait Grand Massif. Grand Massif, c'est à côté de Genève aussi. Oui, Bellegarde, donc on peut. Ça veut dire avion, parce que tout est connecté vers Genève. Et comme sur Modane ou sur Oux, si c'était ouvert, on peut desservir Serre-Chevalier. Donc il y a déjà une offre qui existe. Maintenant, je le rappelle, le Travelski Express, ça remplaçait Feu l'Eurostar qui a été arrêté définitivement. Bon, donc on a refait on l'a remis en place. Encore une fois, on a perdu beaucoup d'argent, même si on a eu de l'aide des différents intervenants. Cette année, on était à l'équilibre. On a lancé cette année des trains depuis Paris sur la Maurienne et sur la Tarentaise. Et Maurienne, j'inclus Serre-Chevalier, qui n'est pas dans la Maurienne. Hein, excusez-moi, voilà, de couper au montage, parce que, mais qui est en tout cas le point de desserte par Modane avec du bus derrière, si on a des chauffeurs de bus, au fait. Ça, c'est le premier point. Alors, on peut en faire partout. Pourquoi pas, d'ailleurs? Mais nous, on n'a pas de rame TGV, on ne sait pas opérer des trains. Mais nous, ce qu'on sait faire, c'est prendre le risque financier pour dérisquer celui qui le fait. Donc, c'est ça qu'on a fait. Maintenant, la desserte ferroviaire. Et on est prêt à investir, même s'il y a des petits sujets d'infrastructure à droite, à gauche. Nous, on est prêt à investir pour la collectivité sur ces travaux d'infrastructure s'il faut les faire. Maintenant, la desserte, enfin, je vais passer la parole à M. Matron, hein, qui restera avec l'État et la SNCF qui connaît ça, mais la desserte ferroviaire du massif des Alpes, je ne suis pas en charge, c'est malheureux, ou pas, je ne sais pas d'ailleurs, mais en tout cas, je vous laisse la parole. En tout cas, on peut entendre, en préparant cette table ronde, que la SNCF négocie avec eux, c'est pas simple. Les réseaux sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire en l'occurrence des voies uniques qui ont 100 ans pour la grande majorité, des travaux de doublement qu'on n'arrive pas à faire, des modernisations qui sont compliquées. Donc à un moment, on aimerait bien que ce train pénètre au mieux possible avec des trains les plus réguliers possibles, Philippe Matron. J'ai l'impression qu'on va refaire plein de débriefs, et on ne va jamais avancer. Alors là aussi, revenons quand même aux fondamentaux de l'aménagement du territoire. Le modèle ferroviaire français a quand même été fabriqué à partir des métropoles pour desservir des flux très importants toute l'année. Donc effectivement, le sujet qu'on a en montagne sur la période hivernale, c'est des flux massifs, sans mauvais jeu de mots, mais qui ne correspondent en rien au flux du quotidien ou sur le reste de l'année. Donc c'est très compliqué pour un gestionnaire de réseau de mettre en œuvre un service exceptionnel, donc hormis les cas particuliers du réseau géré avec la Compagnie des Alpes. Mais donc le sujet, c'est on a un maillage
perfectible dans les Alpes, évidemment. On a des voies qui restent en voie unique, notamment dans les Alpes du Sud. Ça, c'est un vrai sujet. Et les Alpes du Nord. Et aussi elles sont toutes dans les uniques. Alpes du Nord. On a des liaisons interrégionales nord-sud qui sont très très mauvaises. Le train Gap-Grenoble, en voie unique sur une petite diesel. Voilà, on n'est pas à la hauteur du sujet, évidemment. Donc tout ça est en réflexion, évidemment. Il faut déjà, éviter que ces voies-là disparaissent. Il y avait un risque parce que c'était pas rentable, parce que c'était trop cher de les upgrader. Et on a vu l'Occitanie qui a notamment répondu à la question en revitalisant des listes Regardez, qui ont failli fermer. Les trains de nuit aussi, c'était vu comme un truc ringard, il fallait les fermer. Ça a failli être fermé et finalement, on les a remis en circulation et ça marche très très bien. Le train de nuit Paris-Briançon en période hivernale, il est complet, quoi. Donc le sujet, c'est il faut penser la circulation des visiteurs Grand Europe, internationaux et français et locaux, dans une trajectoire un parcours client depuis leur lieu de résidence jusqu'au lieu où ils veulent venir. Et la question de le vendre, ça sera l'objet d'une table ronde cet après-midi. Et dedans, il y a donc tout un cheminement, il y a du train possible et de l'avion, et après, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on arrive à la gare? Donc, on a les trains neige et la question des ruptures de charge par les deux régions, et ça marche très très bien aussi. Les trains neige fonctionnent très bien, ils sont connectés aux arrivées de train et ils montent directement en station. Donc, il y a une offre qui existe. Le sujet, c'est qu'elle n'est pas toujours connue, elle n'est pas toujours acceptée aussi, parce qu'il faut un changement comportemental des clientèles qui ne viennent pas avec 50 000 kilos de bagages. Alors, j'aimerais juste une conclusion de cette table ronde. Quelle est la proportion des touristes, des vacanciers qui viennent en station de ski, qui prennent le train? Vu la façon dont tu poses la question, c'est que tu as la réponse. Eh bien non, parce que personne. Alors, Antoine Pain sera là tout à l'heure. C'est un spécialiste du sujet. Soyez là à la table ronde cet après-midi. Qu'est-ce que tu retiens de ces différentes tables rondes avant qu'on passe à la prochaine sur le financement de l'adaptation de la transition? Eh bien moi, je reviens à l'intitulé de notre conversation. Quelle stratégie pour garantir la viabilité des stations? Voilà. Quelle stratégie? Il y a des éléments qui ont été en tout cas donnés. Clairement. On va pas recommencer un tour, mais il y a eu quand même des choses qui ont été dites. Déjà, l'adaptation. Moi, je vais te dire, déjà l'adaptation, parce que s'adapter au changement climatique, et je suis bien placé pour en parler parce qu'on exploite l'aiguille du Midi, c'est tous les jours on apprend. Hein. On parlait de science, moi j'adore la science, mais enfin, je peux vous dire que là-haut, la science, elle est explosée. Hein. Donc, c'est-à-dire parce qu'on met des capteurs, on travaille les géomorphologues, mais une multitude de capteurs qui ressortent du massif du Mont Blanc, soit on a explosé le scénario le pire qu'on avait anticipé, la fonte de la mer de glace, on était à 5-6 mètres au maximum, on en a fait 9. Hein. Voilà. Au sommet de l'aiguille du Midi, il y a des vents, on n'avait jamais planifié l'intensité des vents comme ça. Il y a 3 semaines de ça, on a fermé pendant 4 jours parce qu'il y a 2 câbles, c'est du jamais vu, le porteur et le tracteur qui ont été collés dans la glace. Bon, mais on s'adapte. Et ça, c'est de l'audace. Et ça, il faut le dire pour les équipes, et c'est leur fierté et c'est du courage. Parce que se lever tous les matins avec ces problématiques-là et aller les expliquer parce qu'il fait grand soleil, mais que vous êtes fermé parce qu'il y a 2 câbles qui sont collés dans la glace, il faut aussi du courage. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci, applaudissements pour l'ensemble des intervenants. Merci Mathieu, merci Jean-Luc Bock, merci Fabrice Pincook, merci Dominique Thillot.